Il existe un type de douleur qui ne saigne pas, ne crie pas, ne laisse pas de marques visibles. C'est la douleur de grandir aux côtés de quelqu'un qui devrait vous protéger, mais qui a appris à vous rabaisser avec le naturel de quelqu'un qui respire. On vous a appris à appeler cela la cohabitation, la dynamique familiale, quelque chose qui passe. Mais cela n'est pas passé. Elle est là maintenant, des décennies plus tard, comme un poids sur la poitrine chaque fois que le téléphone sonne et que c'est lui à l'autre bout du fil. Comme une tension qui précède chaque réunion de famille, comme un nœud dans la gorge que vous ne savez plus dénouer. Et la vérité la plus cruelle est que vous vous en voulez encore de ressentir cela. Vous pensez toujours que le problème vient de vous, de votre sensibilité exagérée, de votre incapacité à simplement laisser tomber. Freud voyait clairement ce que la plupart préfèrent ignorer, que l'amour familial n'est pas toujours un refuge. Parfois, c'est le champ de bataille où nous apprenons les premières leçons sur le pouvoir, le contrôle et la soumission. Et entre frères et sœurs, cette guerre est souvent silencieuse, déguisée en jeu, en jalousie normale, en rivalité qui passera un jour. Mais elle ne passe pas. Elle mûrit avec vous, acquiert un vocabulaire adulte, se pare d'inquiétude, de conseils, d'attention. Mais elle reste la même chose, une façon de vous maintenir à la place où vous avez toujours été, petit, doutant, ayant besoin de prouver que vous méritez d'exister sans demander la permission. Il y a quelque chose de profondément perturbant à réaliser, que le lien qui devrait vous soutenir est le même qui vous étouffe, que la personne avec laquelle vous partagez votre histoire, votre nom de famille, vos souvenirs d'enfance, est aussi celle qui a appris exactement où vous blessez. Et pire encore, qu'elle utilise cette connaissance non pas pour vous protéger, mais pour vous garder en otage. Vous avez tout essayé. Vous avez essayé de discuter, vous avez essayé de vous éloigner, vous avez essayé de pardonner sans que rien ne vous ait été demandé. Vous vous êtes convaincu que vous êtes le problème, que vous devez être plus compréhensif, plus mature, moins rancunier. Et pourtant, la douleur persiste, parce que le problème n'a jamais été votre capacité à aimer. C'était votre difficulté à reconnaître quand l'amour s'est transformé en piège. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines révélations n'est pas un manuel pour réparer votre frère. C'est une carte pour comprendre comment on vous a appris à soutenir une dynamique qui vous détruit. Parce qu'il y a une différence brutale entre un lien sain et une prison émotionnelle. Et peut-être avez-vous passé toute votre vie à confondre les deux, croyant que supporter était la preuve ultime de l'amour. Freud vous dirait que cette confusion n'était pas accidentelle. Elle a été soigneusement construite pour que vous ne remettiez jamais en question l'évidence. Personne ne devrait payer de sa santé mentale pour maintenir un lien. Le premier piège que personne ne t'a expliqué, c'est que la rivalité entre frères et sœurs ne naît pas de rien. Elle est semée, cultivée, nourrie par un système familial qui fonctionne à travers des comparaisons, des hiérarchies invisibles, des rôles distribués avant même que tu ne prennes conscience de ce qui se passait. Freud appelait cela le narcissisme des petites différences, le besoin de rabaisser l'autre pour soutenir sa propre image. Et entre frères et sœurs, ce mécanisme est dévastateur, car il se produit à la maison avec le sceau du sang commun, sous le couvert d'un amour inconditionnel que personne n'ose remettre en question. Vous avez grandi en entendant dire qu'un frère est pour toujours, que les liens du sang sont plus forts que tout, qu'on n'abandonne pas sa famille. Et c'est précisément ce discours qui vous a prisonnier. Car lorsque le lien vous fait souffrir, mais que la culture vous dit que vous devez le préserver à tout prix, que vous reste-t-il à faire? Vous vous contorsionnez, vous vous adaptez. Tu apprends à appeler une blessure une marque d'affection, à traduire l'humiliation comme une plaisanterie, à accepter que son amour ne se manifeste que lorsque tu es à terre. Et tu continues à faire cela jusqu'au jour où tu te réveilles et te rends compte que tu ne sais plus qui tu es quand il n'est pas là pour te définir. La toxicité d'un frère n'est pas un événement isolé. C'est une construction quotidienne, invisible, faite de gestes que personne d'autre ne remarque, mais qui vous transpercent comme des lames. C'est la façon dont il réagit lorsque vous accomplissez quelque chose, avec un silence glacial, avec une blague qui vide votre victoire de son sens, avec un changement brusque de sujet. C'est la façon dont il raconte des histoires de votre enfance en vous mettant toujours dans le rôle de celui qui a fait des erreurs, qui était faible, qui n'a jamais rien compris. C'est la façon dont il vous offre son aide, mais en vous rappelant que vous avez toujours besoin de lui, que vous échouez toujours, que vous êtes toujours redevable. Et le pire, c'est que vous avez été conditionné à accepter cela comme normal. Plus que cela, vous avez été conditionné à remercier, à minimiser, à penser que vous êtes trop difficile, trop sensible, trop rancunier. Freud dirait que vous avez intériorisé son discours.
que la voix qui vous accuse d'exagérer n'est plus seulement la sienne, c'est la voix que vous avez installée en vous, comme un surmoi qui parle avec l'accent de la maison où vous avez grandi. Et maintenant, même lorsqu'il n'est pas présent, vous continuez à vous surveiller, à vous rabaisser, à vous excuser d'occuper de l'espace. Pensez à la dernière fois où vous avez partagé une réussite avec lui. Pas la version éditée, prudente, que vous offrez pour éviter les conflits, mais quelque chose qui comptait vraiment pour vous. Quelle a été sa réaction? Y avait-il une lueur sincère dans ses yeux? Ou y avait-il ce commentaire apparemment innocent qui dégonfle tout? C'est bien, mais maintenant vient la partie difficile. J'espère que tu vas réussir à tenir le coup. Ça doit être de la chance. Chaque phrase fonctionne comme une épingle stratégiquement placée pour vider ce que tu ressens. Et vous sortez de ce moment confus, sans savoir si vous êtes ingrat de ne pas accepter son soutien. Cette confusion n'est pas accidentelle. Elle est le résultat d'années passées à vous apprendre à douter de ce que vous ressentez, à vous demander si la douleur est légitime ou si vous inventez des choses. Le discours familial vous a convaincu que remettre en question votre frère, c'est trahir toute la famille, que fixer des limites, c'est de l'égoïsme, que prendre ses distances, c'est de la lâcheté. Et pendant que vous vous efforcez d'être le meilleur frère, le plus compréhensif, celui qui ne garde pas rancune, il continue d'occuper le devant de la scène, de définir les règles, de décider quand vous méritez son attention et quand vous méritez son mépris. Freud voyait cela avec une clarté douloureuse. Ce que vous appelez l'amour fraternel peut en fait être une forme de domination émotionnelle qui se perpétue parce que vous avez été convaincu que vous devez la soutenir. Et la culpabilité que vous ressentez lorsque vous pensez à vous libérer, elle n'est pas la vôtre. Elle est héritée. C'est la voix des générations qui disent que la famille se supporte, ne se remet pas en question. C'est le poids d'une loyauté qui vous a été imposée comme une obligation, jamais offerte comme un choix. Vous avez probablement déjà remarqué qu'il existe un schéma, que les mêmes scènes se répètent avec de légères variations, mais toujours avec le même dénouement. Vous cédez, il avance. Vous vous expliquez, il vous ignore. Vous demandez de la compréhension, il vous renvoie de la culpabilité. C'est comme s'il y avait un scénario invisible que vous suivez depuis l'enfance. Sauf que maintenant vous êtes assez âgé pour vous rendre compte que ce scénario n'a jamais laissé de place à votre bien-être. Il ne sert qu'à maintenir une hiérarchie dans laquelle il doit être au-dessus, et vous devez rester disponible pour le confirmer. Le plus troublant est de réaliser combien de fois vous vous êtes trahi pour que ce jeu continue de fonctionner. Combien de fois avez-vous fait semblant de ne pas voir, de ne pas entendre, de ne pas ressentir? Combien de fois vous êtes-vous excusé pour des choses que vous n'avez pas faites, juste pour apaiser une tension que vous n'avez pas créée? Combien de fois vous êtes-vous contorsionné émotionnellement pour vous adapter au minuscule espace qu'il vous offre, croyant que c'était le maximum d'amour que vous méritiez de recevoir? Freud dirait que vous ne protégiez pas seulement la relation, mais aussi l'illusion qu'un jour, elle serait différente. Qu'un jour, il se réveillerait et vous verrez tel que vous êtes vraiment. Et c'est cet espoir, maintenu vivant contre toute évidence, qui vous retient prisonnière. Mais avant de comprendre comment cela vous emprisonne encore plus, vous devez reconnaître l'arme la plus efficace qu'il utilise contre vous. Et c'est de cela dont nous devons parler maintenant. Le silence entre vous n'est pas une absence. C'est une présence dense, lourde, suffocante. C'est tout ce qui n'a jamais été dit s'accumulant comme de la poussière dans les coins de la relation, rendant l'air irrespirable. Et vous avez appris à appeler cela la paix. Vous avez appris à dire que tout va bien, que vous vous comprenez sans avoir besoin de parler, que le passé est derrière vous. Mais Freud vous dirait une vérité dérangeante. Ce qui n'est pas dit ne disparaît pas. Cela se transforme. Cela devient une tension dans le corps, un nœud dans l'estomac, de l'insomnie à la veille d'une réunion de famille. Cela devient cette répétition mentale infinie de conversations que vous n'aurez jamais le courage d'entamer. Le silence dans ce cas n'est pas de la neutralité. C'est une forme active de violence, car il protège celui qui agresse et étouffe celui qui est agressé. Chaque fois que vous avez ravalé un mot pour ne pas créer de conflit, vous ne préserviez pas la paix. Vous signiez un pacte silencieux qui disait « J'accepte que tu me fasses du mal, tant que personne n'a à admettre que cela se produit. » Et votre frère a parfaitement compris ce pacte. Il sait qu'il peut continuer à faire ce qu'il a toujours fait, car vous avez déjà montré que vous choisirez le silence plutôt que la confrontation, que vous préférerez vous plier plutôt que d'exiger qu'il s'adapte, que vous porterez seul le poids de la relation afin qu'il n'ait rien à porter. C'est comme vivre dans une maison où il y a une fuite dans le toit, mais où personne ne peut en parler.
L'eau continue de couler, détruisant les murs, pourrissant la structure, et tout le monde fait comme si tout était normal. Vous placez des seaux, séchez le sol, essayez de limiter les dégâts tout seul. Et quand vous trouvez enfin le courage de dire « Écoutez, il y a un problème ici », on vous regarde comme si vous étiez exagéré, dramatique, comme si vous faisiez toute une histoire pour rien. Comme si pointer du doigt la blessure était pire que de la porter en silence, en saignant à l'intérieur. Freud appelait cela le retour du refoulé. Tout ce que vous avez poussé sous le tapis, tout ce que vous avez accepté de ne pas nommer, revient. Il revient sous forme d'anxiété inexplicable, d'irritation disproportionnée face à des petites choses, de fatigue qui ne disparaît pas même après avoir dormi. Votre corps le sait. Votre inconscient a enregistré chaque humiliation déguisée en plaisanterie, chaque invalidation déguisée en conseil, chaque moment où vous avez été convaincu que votre douleur n'était pas assez réelle pour mériter de l'attention. Le plus cruel, c'est que le silence crée une asymétrie brutale. Il est à l'aise sans jamais avoir à regarder les dégâts qu'il cause. Vous êtes épuisé, portant non seulement votre douleur, mais aussi l'effort de la cacher. Il ne perd jamais le sommeil en pensant à ce qu'il a fait. Vous passez toutes vos nuits à réécrire des dialogues qui n'ont jamais eu lieu, à essayer de trouver une façon de parler qui ne soit pas agressive, qui ne soit pas rancunière, qui ne vous fasse pas passer pour le méchant de l'histoire. Et quand vous essayez enfin de briser ce silence, quand vous rassemblez votre courage et essayez de mettre des mots sur ce qui vous fait souffrir, le récit est détourné. Tout à coup, vous êtes ingrat de vous souvenir du passé. Vous êtes gâté de ne pas pouvoir simplement passer à autre chose. Vous êtes le problème parce que vous remettez sur le tapis ce qui devrait rester enfoui. Freud dirait que c'est le mécanisme de contrôle le plus efficace, vous faire croire que nommer la violence est pire que de la subir en silence. Et ainsi, vous retournez dans votre coin en vous promettant que cette fois-ci vous allez vraiment réussir à laisser tomber, mais vous n'y arrivez pas, parce que le silence ne guérit pas, il ne fait que retarder les choses. Et chaque fois que vous choisissez de vous taire, la blessure s'aggrave un peu plus, et la distance entre qui vous êtes et qui vous prétendez être augmente jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez plus dans le miroir. Il existe une solitude particulière à être aux côtés de quelqu'un et à sentir qu'on doit se cacher, que chaque mot doit être filtré, chaque émotion doit être mesurée, chaque réaction doit être contrôlée pour ne pas lui donner de munitions à utiliser contre vous. C'est le genre de solitude qui ne s'améliore pas avec la compagnie, car la personne qui est là ne vous voit pas. Elle ne voit que la version de vous qui sert ses intérêts. Et vous vous effacez, vous devenez de plus en plus petit, jusqu'au jour où vous vous regardez dans le miroir et ne reconnaissez plus qui vous êtes. Freud comprenait que le silence forcé est l'une des formes les plus cruelles d'effacement, parce que lorsque vous ne pouvez pas dire ce que vous ressentez, vous commencez à douter de votre droit à ressentir. Et lorsque vous doutez de vos propres sentiments, vous perdez la capacité de vous défendre. Vous êtes à la merci du récit de l'autre, acceptant sa version de qui vous êtes, de ce qui s'est passé, de ce que vous méritez. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cette dynamique, quelque chose qui explique pourquoi, même en voyant tout cela, vous hésitez encore à vous éloigner. Il existe une forme d'amour qui n'existe que lorsque vous êtes brisé. Lorsque vous en avez besoin, lorsque vous échouez, lorsque vous demandez de l'aide, la tête baissée et la voix brisée. C'est à ce moment-là qu'il apparaît, non pas pour vous relever véritablement, mais pour confirmer que votre place naturelle est là, lui au-dessus, vous en dessous. Et le plus cruel, c'est que vous avez appris à appeler cela de l'attention, à croire que c'est la seule forme d'affection que vous méritez de recevoir de lui. Freud voyait clairement ce qui se passe dans ces dynamiques. Ce qui semble être de l'amour est en fait un besoin de maintenir l'autre dans un état de dépendance. Parce que lorsque vous êtes forte, lorsque vous réussissez, lorsque vous brillez, quelque chose en lui s'éteint et il ne le supporte pas. Non pas parce qu'il vous déteste nécessairement, mais parce que votre force démantèle le récit sur lequel il a construit sa propre identité, celle d'être le plus capable, le supérieur, celui dont vous aurez toujours besoin pour survivre. Avez-vous déjà remarqué comment il réagit lorsque vous allez bien? Nous ne parlons pas d'un mauvais moment isolé, mais d'un schéma récurrent. Lorsque vous arrivez enthousiaste, racontant une victoire, il ne peut pas soutenir votre regard. Il change rapidement de sujet. Il trouve une faille, aussi minime soit-elle, et tient à la souligner. Pas avec une agressivité directe. Ce serait facile si c'était le cas. Il le fait avec un sourire en coin, avec une fausse inquiétude, avec ce ton de quelqu'un qui veut seulement vous protéger d'une future déception. Ne t'emballe pas trop, ça pourrait ne pas marcher. Es-tu sûr d'être prêt? As-tu pensé à ce qui pourrait mal tourner?
Chaque phrase est une petite dose de poison émotionnel, administrée avec la précision de quelqu'un qui sait exactement où viser. Et le pire, c'est que ça marche. Vous sortez de cette conversation avec votre enthousiasme coupé court, doutant de vous-même, pensant que vous avez vraiment été précipité, que vous êtes arrogant, que vous ne méritez pas encore de célébrer. Freud appellerait cela l'identification à l'agresseur. Vous intériorisez son regard et commencez à vous voir à travers cette lentille déformée. Et puis, quand vous trébuchez, et tout le monde trébuche à un moment ou à un autre, il est là, attentionné, compréhensif, prêt à vous soutenir. Mais remarquez, il ne vous soutient pas pour que vous vous releviez. Il vous soutient pour que vous restiez allongé un peu plus longtemps, dépendant de sa main pour le moindre mouvement. C'est une danse macabre. Il a besoin de votre fragilité comme on vous a appris à avoir besoin de sa validation. Et ainsi, vous restez prisonnier de cette chorégraphie malsaine où l'amour n'apparaît que lorsque vous êtes en miettes et disparaît dès que vous vous relevez. Vous commencez à réaliser que vous ne pouvez jamais être entier près de lui, que vous devez toujours laisser une blessure ouverte, un échec récent, un doute exposé, car ce n'est que dans ces moments de vulnérabilité qu'il vous considère digne d'attention. Freud dirait que ce qui soutient cette dynamique n'est pas l'amour. C'est une forme de pouvoir déguisé en affection, et le plus douloureux est de reconnaître combien de fois vous vous êtes saboté inconsciemment juste pour recevoir son regard d'approbation. Combien de fois avez-vous minimisé vos réalisations, caché vos progrès, feint d'avoir besoin d'une aide dont vous n'aviez pas besoin, tout cela pour ne pas menacer l'équilibre fragile de cette relation où vous n'êtes aimé que lorsque vous êtes à terre. Et quand vous osez rompre ce schéma, quand vous accomplissez enfin quelque chose de trop grand pour être minimisé, ou quand vous cessez simplement de demander sa bénédiction pour exister, il ne vous attaque pas directement. Ce serait trop évident. Il s'éloigne, il devient froid, il vous punit par son indifférence, comme si vous aviez commis une trahison en osant être heureux sans sa permission. Et une fois de plus, vous vous retrouvez confus, vous demandant ce que vous avez fait de mal, pourquoi son amour est soumis à tant de conditions, à tant de règles tacites, que vous enfreignez sans le savoir. La vérité, c'est que vous n'avez enfreint aucune règle. Tu as simplement osé exister en dehors du scénario qu'il a écrit pour toi. Et cela, pour lui, est inacceptable, parce que ta liberté est la mort du pouvoir qu'il a toujours exercé. Et il préfère te voir prisonnier et malheureux plutôt que libre et rayonnant, même s'il ne l'admettra jamais, même à lui-même. Le plus dévastateur est de réaliser que tu as intériorisé cette logique si profondément que tu te surveilles désormais toi-même. Tu n'as plus besoin de lui pour te rabaisser, car tu as déjà appris à le faire toi-même. Tu sais exactement quoi penser quand quelque chose de bien arrive. Je ne vais pas lui en parler, ça va tout gâcher. Et ainsi, tu t'isoles, tu caches tes victoires, tu vis une vie parallèle où tu peux être heureux loin du regard qui transforme tes conquêtes en menaces. Mais il utilise quelque chose d'encore plus profond pour vous maintenir dans cette position, une arme silencieuse qui ronge peu à peu tout ce que vous croyez savoir sur vous-même. La façon dont votre frère raconte votre passé en dit beaucoup plus sur le présent que sur ce qui s'est réellement passé. Parce qu'il ne se souvient pas, il reconstruit, il édite, il choisit soigneusement les scènes qui méritent d'être rappelées et celles qui doivent être effacées. Et dans cette sélection, vous apparaissez toujours comme inférieur, toujours dans le rôle de celui qui a fait des erreurs, qui ne comprenait pas, qui avait besoin d'être corrigé. Freud comprenait que la mémoire n'est jamais neutre, c'est un outil de pouvoir. Et entre les mains d'un frère toxique, elle devient l'arme la plus efficace pour vous maintenir prisonnier des anciennes versions de vous-même. Tu as déjà vécu cela. Ce moment où il raconte une histoire de ton enfance et où tu reconnais à peine la scène, non pas parce que ta mémoire te fait défaut, mais parce que sa version a été tellement déformée qu'elle ressemble à un autre événement. Il se souvient que tu pleurais, tu te souviens seulement avoir été triste, il se souvient que tu l'as supplié, tu te souviens avoir demandé une seule fois. Il se souvient que vous avez échoué lamentablement. Vous vous souvenez d'une tentative qui n'a pas abouti. Et lorsque vous essayez de corriger cela, lorsque vous osez présenter votre version des faits, il vous regarde avec condescendance, comme si vous étiez confus, comme si sa mémoire était toujours la plus fiable. Et il y a quelque chose de dévastateur dans cette dynamique. Petit à petit, vous commencez à douter de vous-même. Vous commencez à penser qu'il a peut-être raison, que vous êtes peut-être vraiment dramatique, que vous déformez les choses, que votre perception n'est pas fiable. Freud appellerait cela du gaslighting émotionnel, une manipulation subtile qui vous fait remettre en question votre propre santé mentale, votre propre histoire, votre propre vérité.
Et lorsque vous perdez confiance en votre version des faits, vous perdez également la capacité de vous défendre. Car comment contester quelqu'un si vous ne croyez même plus vous-même à ce que vous avez vécu? L'utilisation de la mémoire comme arme a un objectif clair, vous maintenir dans le rôle qu'il vous a toujours attribué. Le frère le plus faible, celui qui a toujours eu besoin d'aide, celui qui n'a jamais réussi seul. Peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées, peu importe le nombre de fois où vous avez prouvé le contraire, dans son récit, vous restez cet enfant qui l'a sauvé, cet adolescent perdu qui avait besoin de ses conseils, cet adulte immature qui ne sait pas gérer sa vie. Et chaque fois qu'il raconte ses histoires, surtout devant d'autres personnes, il réaffirme cette place, enfonçant plus profondément le pieu qui vous retient dans cette fausse identité. Mais le pire n'est même pas la déformation, c'est la sélectivité, parce qu'il ne se souvient jamais des fois où vous l'avez aidé, des fois où vous avez été fort quand il s'est effondré, de vos réalisations, de vos victoires, des moments où vous avez brillé plus que lui. Ces souvenirs n'existent tout simplement pas dans ses archives. Ils ont été effacés, rejetés, considérés comme non pertinents. Parce que reconnaître cela reviendrait à admettre que la hiérarchie entre vous n'est pas aussi figée qu'il a toujours tenu à le montrer. Ce serait accepter que vous ayez grandi, évolué, que vous soyez devenu quelqu'un qu'il ne contrôle plus. Et cela, il ne peut le permettre. Freud dirait que cette manipulation de la mémoire est un moyen de maintenir en vie le passé qui sert ses intérêts. C'est un moyen de vous empêcher d'avancer, car tant qu'il pourra vous rappeler qui vous étiez dans vos pires moments, vous ne pourrez jamais pleinement incarner qui vous êtes devenu dans vos meilleurs moments. Et ainsi, vous restez prisonnier, non pas du passé réel, mais du passé qu'il a inventé et qu'il insiste à vous vendre comme une vérité absolue. Vous avez probablement déjà essayé de confronter ces distorsions. Vous avez déjà essayé de faire remonter à la surface des souvenirs qu'il a commodément oubliés. Vous avez déjà essayé de montrer que les choses ne se sont pas passées ainsi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il vous a accusé d'être rancunier, de vivre dans le passé, de ne pas pouvoir tourner la page. L'ironie est brutale. Il utilise le passé comme une arme contre vous. Mais lorsque vous essayez de rétablir la vérité de ce même passé, c'est vous qui êtes le problème. C'est un piège parfait. Il contrôle le récit et vous reproche encore de remettre en question ce contrôle. Et si vous lisez ceci et que vous ressentez une boule dans la poitrine, c'est parce que vous avez reconnu le schéma, parce que vous avez réalisé combien de fois vous avez accepté sa version de votre propre vie, combien de fois vous l'avez laissé définir qui vous étiez, qui vous êtes, qui vous pouvez être. Et peut-être commencez-vous maintenant à comprendre que vous libérer de lui n'est pas seulement une question de distance physique. Il s'agit de récupérer votre propre récit, de faire à nouveau confiance à votre mémoire, de refuser le rôle qu'il insiste pour vous attribuer. Parce que si vous souhaitez emprunter cette voie de reconnexion avec votre vérité, vous devez comprendre qu'il existe des outils pour cela, et il est peut-être temps de les découvrir. Mais avant cela, il y a encore une couche plus profonde de cette prison qui doit être révélée, une couche qui explique pourquoi, même en voyant tout cela, il parvient encore à vous faire culpabiliser de vouloir vous libérer. Il y a quelque chose de profondément troublant à réaliser que quelqu'un qui devrait vous soutenir trouve une satisfaction cachée dans votre échec. Ce n'est pas de la haine déclarée, ce n'est pas de la méchanceté explicite, c'est quelque chose de plus subtil, de plus viscéral, de plus inconscient, mais tout aussi destructeur. C'est cette lueur discrète dans le regard quand vous échouez, c'est cet empressement excessif à vous consoler qui ressemble davantage à une célébration déguisée. C'est la façon dont il s'enthousiasme en racontant aux autres vos difficultés, comme s'il racontait une victoire personnelle. Freud comprenait que dans certaines relations, il existe une jouissance sadique, une satisfaction primitive, presque involontaire, face à la souffrance de l'autre. Et lorsque cet autre, c'est vous, et que celui qui ressent cela, c'est votre frère, la douleur prend les contours d'une trahison existentielle. Vous avez déjà ressenti cela. Ce moment où vous partagez quelque chose de mauvais qui vous est arrivé et où vous remarquez que sa réaction ne correspond pas. Il dit les bons mots. « Quel dommage, je suis désolé. Je suis là si tu as besoin de quoi que ce soit. » Mais le ton n'est pas le bon. Son corps est faux. Il y a une énergie étrange qui plane, comme si sous la compassion feinte se cachait un soulagement secret. Comme si votre douleur confirmait quelque chose qu'il a toujours su, que vous n'étiez pas aussi capable que vous le prétendiez, que la hiérarchie reste intacte, que le monde est revenu à l'ordre naturel des choses, lui au-dessus, vous en dessous. Et le plus cruel, c'est que lorsque vous allez bien, vraiment bien, il ne sait pas quoi faire de lui-même. Il devient inquiet,
il perd tout intérêt, il change de sujet. C'est comme si votre bonheur le vidait délibérément. Parce que pendant si longtemps, son rôle a été d'être le fort, le stable, celui vers qui vous vous tournez lorsque tout s'écroule. Et si vous ne vous effondrez plus, si vous construisez, soutenez, vous épanouissez sans avoir besoin de son aide, alors qui est-il dans cette histoire? Freud dirait que les frères comme lui construisent leur propre identité sur la fragilité de l'autre. Et lorsque cette fragilité disparaît, ils sont confrontés à un vide terrifiant, la possibilité de ne pas être aussi essentiels qu'ils l'ont toujours cru. Vous pouvez le remarquer dans les détails, dans la façon dont il a toujours une histoire pire que la vôtre, une douleur plus grande, un problème plus complexe, comme s'il s'agissait d'une compétition où il doit gagner même dans la souffrance, dans la façon dont il minimise vos réalisations, mais amplifie vos erreurs, dans la façon dont il s'attarde sur vos blessures, les titillant avec des questions qui semblent être de l'inquiétude, mais qui agissent comme du sel sur une plaie ouverte. Et maintenant, comment vas-tu faire? Tu penses que tu vas réussir à surmonter ça? J'ai toujours su que ça allait être difficile pour toi. Chaque phrase est empreinte d'une satisfaction voilée, d'un plaisir inconscient de te voir vulnérable. Freud parlait de la pulsion de mort, cette impulsion destructrice qui existe en chacun de nous, mais qui, chez certaines personnes, se manifeste envers les autres. Et dans les relations fraternelles toxiques, cette pulsion trouve un terrain fertile, parce qu'elle peut vous détruire petit à petit, d'une manière socialement acceptée, sous le masque de l'attention familiale. Elle peut aspirer votre énergie, se nourrir de votre insécurité, se renforcer grâce à votre faiblesse, et être encore considéré comme le bon frère, celui qui est toujours présent. Après tout, il est toujours là, n'est-ce pas? Juste dans vos pires moments, jamais dans les meilleurs. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est une structure. L'impact de cela sur vous est dévastateur. Parce que petit à petit, vous intériorisez l'idée que vous ne méritez de l'attention que lorsque vous souffrez, que la seule version de vous qui compte est celle qui est brisée. Et alors vous commencez à vous saboter inconsciemment, en créant des crises, en alimentant des drames, en vous maintenant dans des situations douloureuses, parce que c'est seulement là qu'il vous voit, c'est seulement là qu'il vous valide, c'est seulement là que vous recevez ce que vous croyez être de l'amour. Freud dirait que vous avez été conditionné à échanger la souffrance contre l'affection. Et maintenant, vous ne savez plus comment exister en dehors de cette économie émotionnelle malsaine. Il y a quelque chose d'encore plus pervers dans cette dynamique. Quand vous commencez enfin à aller mieux, il vous sabote, pas de manière évidente, mais par des commentaires qui sèment le doute, des avertissements exagérés sur les risques, des prévisions pessimistes déguisées en réalisme. C'est comme s'il avait besoin de vous ramener vers le fond, car c'est seulement là que vous vous retrouvez. C'est seulement là qu'il a un rôle dans votre vie. Et vous, déjà tellement habitué à ce schéma, vous ne remarquez souvent même pas que vous êtes saboté. Vous sentez simplement que quelque chose tourne toujours mal lorsque vous êtes sur le point de décoller. Mais reconnaître cela change tout. Car lorsque vous comprenez enfin qu'il ne veut pas votre guérison, qu'il dépend en fait de votre douleur pour maintenir sa propre illusion de supériorité, vous cessez de chercher en lui ce qu'il ne pourra jamais vous donner. Vous cessez d'attendre qu'il célèbre vos victoires, car vous comprenez que chacune de vos victoires est vécue par lui comme une défaite. Vous cessez de vous sentir coupable d'aller bien, car vous réalisez que la culpabilité a été implantée précisément pour vous empêcher de vous épanouir. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous commencez à vous demander « Que se passe-t-il lorsque j'arrête d'alimenter cette dynamique, lorsque j'arrête d'offrir ma douleur en tribut pour continuer à appartenir ?» La réponse à cette question est ce qui suit, et elle vous montrera le piège le plus sophistiqué de tous. Le piège le plus sophistiqué de tous ne réside pas dans ce qu'il vous fait, il réside dans ce que vous vous faites à vous-même au nom d'une loyauté qui n'a jamais été réciproque. Car il y a un mot qui a été implanté dans votre esprit depuis votre enfance, répété comme un commandement sacré, gravé si profondément qu'il est devenu partie intégrante de votre identité, la loyauté. Vous avez appris qu'être loyal signifiait endurer. Qu'être loyal, c'était ne pas abandonner, ne pas remettre en question, ne pas faire passer vos besoins avant les siens, et ainsi, déguisée en vertu, la loyauté est devenue la chaîne la plus forte qui vous retient dans une relation qui vous détruit. Freud dirait que cette loyauté n'est pas de l'amour, mais un surmoi tyrannique, une voix intérieure qui vous punit chaque fois que vous osez penser à vous-même. Vous ressentez cela comme de la culpabilité. Cette culpabilité qui vous serre la poitrine lorsque vous pensez à vous éloigner. Cette voix qui vous accuse d'être égoïste, ingrat, cruel.
Mais c'est ton frère. On n'abandonne pas sa famille. Tu vas le regretter. Et alors tu restes. Pas parce que tu le veux, pas parce que cette relation te nourrit, mais parce que tu as été conditionné à croire que partir serait une faute morale, une trahison des liens du sang, une confirmation que tu es exactement ce qu'il a toujours dit, quelqu'un incapable d'aimer vraiment. Et ainsi, la culpabilité vous tient en otage, vous transformant en geôlier de votre propre prison émotionnelle. Mais voici la vérité que personne ne vous a dite. La loyauté qui exige votre destruction n'est pas de la loyauté. C'est un sacrifice déguisé en vertu. C'est de l'autodestruction vendue comme une preuve d'amour. Freud comprenait que le surmoi, cette instance psychique qui juge, punit et exige, peut devenir sadique lorsqu'il est alimenté par des récits familiaux malsains. Et dans votre cas, le surmoi a appris à parler avec sa voix. Chaque fois que vous pensez à fixer une limite, à dire non, à choisir votre bien-être, cette voix intérieure vous paralyse avec des accusations qui vous semblent familières parce qu'elles ont été répétées toute votre vie. Le plus pervers, c'est qu'on vous a appris à confondre cette prison avec l'amour, à croire que plus ça fait mal, plus le lien est vrai, que si vous ne saignez pas à l'intérieur, c'est que vous n'aimez pas assez. Et ainsi, année après année, vous continuez à offrir des parties de vous-même sur l'autel de cette loyauté déformée, en espérant qu'un jour, il reconnaîtra votre sacrifice, qu'un jour il vous verra, qu'un jour tout aura un sens. Mais Freud vous dirait quelque chose de brutal. Il vous voit déjà. Il a toujours su ce qu'il faisait, et il compte précisément sur cette loyauté aveugle pour continuer à agir ainsi. Car tandis que vous vous sentez coupable de penser à vous libérer, il ne perd pas une seconde de sommeil à cause du mal qu'il cause. Tandis que vous vous torturez à l'idée d'être déloyal, il continue sa vie sans se demander s'il mérite la dévotion qu'il exige de vous. La loyauté, dans ce cas, est à sens unique. Vous donnez, il reçoit. Vous vous adaptez, il reste. Vous saignez, il se nourrit. Et à chaque cycle, vous devenez plus petit, plus vide, plus éloigné de qui vous êtes vraiment. Vous avez probablement déjà essayé de justifier cette loyauté de 1000 façons différentes. C'est mon frère, c'est le seul que j'ai. La famille est sacrée. J'ai déjà tellement souffert avec lui, je ne peux pas abandonner maintenant. Mais remarquez comment toutes ces justifications vous obligent à vous effacer. Comment elles placent tout le lien au-dessus de votre bien-être. Comment elles vous convainquent toutes que vous devez rester, non pas parce que la relation vous fait du bien, mais parce que rompre serait admettre une défaite que vous ne pouvez supporter. Freud dirait que vous n'êtes pas prisonnier de votre frère, mais du fantasme qu'un jour cette loyauté sera reconnue, récompensée, valorisée. Et c'est ce fantasme, et non la réalité, qui vous maintient enchaîné. Mais il y a un revirement profond qui change tout. Se libérer de lui n'est pas le trahir. C'est cesser de se trahir soi-même. Car chaque jour où vous restez dans cette dynamique, vous trahissez celui que vous pourriez être. Vous trahissez la version de vous-même qui mérite la paix, le respect, la réciprocité. Tu trahis l'enfant que tu étais et qui avait besoin de protection, pas de conditionnement pour accepter des miettes. Freud dirait que la véritable loyauté devrait commencer par toi-même, que prendre soin de soi n'est pas de l'égoïsme, c'est l'acte le plus révolutionnaire dans un système qui t'a toujours appris à te mettre en dernier. Et quand vous comprenez enfin cela, quand vous réalisez que la culpabilité que vous ressentez n'est pas réelle, qu'elle est fabriquée, quelque chose se brise. Ce n'est pas nécessairement une rupture dramatique avec lui. C'est une rupture interne avec la croyance que vous devez continuer à vous sacrifier pour mériter d'exister. C'est le moment où vous vous regardez dans le miroir et où vous reconnaissez « Je ne suis plus otage de cette histoire. Je peux faire un choix différent. » Et ce choix ne vous rend pas mauvais, il vous rend libre. Mais la liberté fait peur, parce que si vous n'êtes plus défini par cette loyauté malsaine, par ce rôle d'éternel débiteur émotionnel, alors qui êtes-vous? Et c'est précisément là que vous attend la dernière vérité, la plus libératrice. La dernière vérité ne vient pas pour vous donner des réponses faciles. Elle vient pour vous rendre quelque chose qui vous a été volé, la permission d'exister sans vous excuser. Parce que la reconnaissance la plus profonde ne consiste pas à comprendre ce qu'il vous a fait, mais à accepter que tous les liens ne peuvent pas être réparés, et que ce n'est pas de votre faute. Freud passerait toute sa vie à vous dire une chose. Certaines relations ne sont pas faites pour être réparées, elles sont faites pour être comprises, et c'est dans la compréhension, et non dans le pardon forcé ou la réconciliation impossible, que réside la véritable libération. Vous avez passé tellement de temps à essayer de réparer ce qui était brisé, à essayer d'être meilleur, plus compréhensif, plus patient, en essayant de trouver les bons mots, le bon moment, la bonne approche, comme s'il existait une combinaison magique
qui lui permettrait enfin de vous voir. Mais la vérité, c'est qu'il vous voit déjà. Il choisit simplement de vous voir de la manière qui lui convient. Et vous ne pouvez rien faire ni dire pour changer cela, car le changement n'a jamais dépendu de vous. Il a toujours dépendu de lui. Et il a choisi de ne pas changer. Et ce n'est pas grave. Non pas parce que la douleur n'a pas d'importance, mais parce que tu peux enfin cesser de porter une responsabilité qui n'a jamais été la tienne. Tu n'as pas besoin de le sauver. Tu n'as pas besoin de l'éduquer. Tu n'as pas besoin de prouver que tu mérites d'être traité avec dignité. Freud dirait qu'accepter cela est une forme de deuil. Le deuil du frère que tu aurais voulu avoir, de la relation qui n'a jamais existé, de l'amour que tu méritais et que tu n'as pas reçu. Et lutter est douloureux, mais c'est aussi le chemin vers la paix. Car lorsque vous cessez de lutter contre la réalité, lorsque vous cessez d'essayer de transformer la pierre en eau, quelque chose change. Vous récupérez l'énergie que vous gaspillez dans cette bataille impossible. Et cette énergie revient là où elle aurait toujours dû être, en vous, dans la reconstruction de qui vous êtes, sans que son ombre ne définisse vos contours. Dans la redécouverte de désirs qui ont été étouffés, de rêves qui ont été reportés, d'une version de vous-même qui n'a jamais eu besoin de son approbation pour exister. La première étape n'est pas dramatique. Il ne s'agit pas de couper brusquement les relations, ce n'est pas une confrontation finale, ce n'est pas une déclaration de guerre. La première étape est interne. C'est vous qui vous regardez et vous dites « Je ne vais plus me trahir pour maintenir cette illusion de paix. Je ne vais plus me rabaisser pour m'adapter à l'espace qu'il m'offre. Je ne vais plus accepter des miettes et appeler cela de l'amour. » Et cette décision, aussi simple qu'elle puisse paraître, est révolutionnaire. Parce qu'elle brise le cycle de répétition qui vous maintenait prisonnier. Freud vous dirait que vous n'avez pas besoin de rompre avec lui pour vous libérer. Parfois, la liberté consiste simplement à cesser d'attendre. Cesser d'attendre qu'il change. Cesser d'attendre de la reconnaissance. Cesser d'attendre que la douleur ait un sens ou qu'un jour il s'excuse. Vous pouvez cohabiter sans vous abandonner. Vous pouvez être présent sans vous perdre. Vous pouvez maintenir le lien, le cas échéant, mais sans offrir davantage de vous-même en tribut. Et à mesure que vous le faites, quelque chose d'intéressant se produit. Vous commencez à réaliser que la vie existe en dehors de cette relation, qu'il y a des gens qui vous voient tels que vous êtes vraiment, qui célèbrent vos victoires sans envie, qui vous soutiennent sans vous rabaisser, qu'il existe une version de vous-même qui n'a jamais eu besoin de cette souffrance pour se sentir digne d'amour. Et peu à peu, l'histoire qu'il a racontée à votre sujet, faible, dépendant, problématique, perd de son pouvoir. Parce que vous commencez à écrire une nouvelle histoire, où vous n'êtes plus un personnage secondaire de son récit, mais le protagoniste de votre propre vie. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si chaque mot a résonné comme l'écho de quelque chose que vous saviez déjà mais que vous ne pouviez pas nommer, alors il est peut-être temps de faire une pause, de regarder en vous et de vous demander quelle partie de moi attend encore sa permission pour être heureuse. Car la réponse à cette question est la carte de votre liberté. Partagez dans les commentaires. Quelle a été la vérité la plus difficile à affronter concernant votre relation avec votre frère? Qu'êtes-vous enfin prêt à laisser partir? Je ne demande pas de réponse toute faite. Je demande de l'honnêteté. Et si vous ne savez pas encore répondre, ce n'est pas grave. Parfois, la reconnaissance vient petit à petit, comme lorsqu'on allume la lumière dans une pièce sombre. Si cette vidéo vous a touché, si quelque chose ici a eu un sens que vous n'attendiez pas, laissez un like. Non par obligation, mais parce que cela permet à ce message d'atteindre d'autres cœurs qui portent également ce poids en silence. Abonnez-vous à la chaîne car ce voyage vers la connaissance de soi ne s'arrête pas ici. Il y a encore beaucoup à découvrir sur les dynamiques qui nous retiennent et les chemins qui nous libèrent. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi dans ce voyage et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.